Première. Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Oui, ton entreprise a de l'impact. Oui, vous pouvez faire changer les choses, mais c'est surtout que ton potentiel de croissance, s'il est bien amorcé, en fait, tu es sur un marché qu'on pense être une niche, mais en fait, c'est un marché qui est ultra profond. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation, et nous allons aller à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. Aujourd'hui, on dit que faire de l'impact ou faire de l'associatif, c'est ne pas faire d'argent. Et moi, je dis qu'on peut associer rentabilité et impact. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine et aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Stéphanie. Bonjour Kelly. Je suis ravie en tout cas de t'avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Merci. Moi, je suis subjuguée par ton histoire, mais j'aimerais que tu la racontes à nos auditeurs. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur qui es-tu, d'accord ? Et puis comment tu as fait pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat avec SEM Habitat Durable ? Alors, donc, merci pour l'invitation, Kelly. C'est un honneur pour moi de pouvoir me présenter à toi. Je suis Stéphanie, j'ai 35 ans. Je suis originaire de la Martinique et j'ai grandi à Bordeaux dans une famille. Alors, j'étais pas du tout destinée à l'entrepreneuriat de base. Moi, on m'a éduquée à être salariée, à avoir un CDI, c'est ça qui a importé. Malheureusement, pendant le Covid, j'ai eu un déclic, comme beaucoup. Donc, déjà, je me suis posé la question sur le sens que j'avais. Je travaillais dans l'immobilier et je voyais de plus en plus de problématiques arriver. Et j'ai tragiquement perdu mon petit frère. Et là, ça a été... ce que j'ai cru être le pire moment de ma vie, mais en fait ça a été révélateur et grâce à ça j'ai pu prendre part à l'impact, essayer de faire quelque chose et j'ai lancé SEM Habitat Durable par la suite. Donc tu dirais en fait que cette tragédie familiale finalement c'est ce qui a fait que tu as pris de la hauteur et que tu as décidé de changer parce que tu travailles avant dans l'immobilier ? Tout à fait, oui. Ça faisait combien de temps que tu travaillais dedans ? Ça faisait 13 ans, exactement. 13 ans, donc vraiment t'es pas novice sur le sujet, c'était vraiment... Donc pour toi l'immobilier c'est une vocation à la base ? Exactement, j'y ai travaillé. Alors j'ai été destinée à évoluer, à prendre des postes... plus grand que ce que j'avais. Et le décès de mon petit frère, vraiment, ça a été un moment où j'ai tout remis en question et je me suis dit, en fait, on peut faire quelque chose, on peut nous changer des choses. Mais quel est le rapport avec ton petit frère ? C'est-à-dire que lui-même, il avait une sensibilité par rapport à ce parcours, à ce métier. Tu t'es lancée après sa mort ou avant sa mort ? Après, vraiment. Donc il n'a pas eu vraiment. l'occasion... en fait, de voir ce que tu as réussi à construire ou même les prémices, c'est ça ? Non. Alors lui, c'était un grand entrepreneur. Il a toujours rêvé d'être coiffeur. Du coup, c'est lié à ce que tu fais. Et il s'est lancé à Bordeaux en tant que barbeur, coiffeur. Et il excellait dans ce domaine puisque toutes les célébrités qui passaient à Bordeaux voulaient se faire coiffer par mon petit frère. Sans diplôme, sans rien, il était autodidacte. Il aimait le dessin, la coiffure et la photo. Donc... combo D'accord, donc parfait. C'était un artiste. Et justement, je voulais lui rendre hommage, qu'il soit fier de moi, lui laisser quelque chose en héritage. Et je me suis dit que créer une entreprise qui avait de l'impact et en plus qui était rentable parce qu'il était aussi un bon businessman, ça pouvait que le rendre fier. Donc je suis dans cette voie-là. C'est vraiment pour lui rendre hommage que j'ai lancé ça. Et ta mère, par rapport à ça, justement, le fait d'avoir grandi dans une famille monoparentale, si j'ai bien compris, vous étiez combien de frères et sœurs ? 4. Est-ce que tu dirais que ça fait partie des choses, en fait, qui t'ont permis d'avoir des armes dans l'entrepreneuriat pour pouvoir rebondir ? Exactement. Ma mère nous a toujours appris à bien travailler, à être les meilleurs dans tout ce qu'on fait. Et ça sert dans l'entrepreneuriat, parce que si on n'a pas cette vision d'être régulier, d'avoir de la rigueur et d'être le meilleur, de se projeter et de visionner là où on veut aller, alors pour moi, ça me pousse vraiment à être la meilleure. Et on a vécu un placement familial de fait qu'elle n'ait pas de logement. Et donc, pour moi, c'était important aussi de lui rendre hommage en aidant ceux qui n'ont pas de logement à en avoir pour l'inclusion et pour qu'ils changent d'échelle. Nous, on n'a pas eu cette chance.
malgré tout, je lance cette entreprise, mais j'espère que ce que je mène au quotidien, le combat que je mène au quotidien pourra servir à des personnes et d'autres familles. Et d'autres familles. D'accord, donc si je comprends bien, donc tu as grandi, donc tu as fait tes études, donc vous avez eu une vie familiale assez compliquée jusqu'à arriver à un placement. Et donc, tu as pu vivre la précarité finalement du logement et c'est ce qui t'a amené finalement, avec toute cette conjoncture, avec toutes ces expériences différentes, à créer SEM Habitat Durable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que en fait ton agence, parce que c'est une agence immobilière, fait et apporte au quotidien? Pour revenir aussi sur mon histoire, donc effectivement, donc ma mère originaire de Martinique est venue en France et c'est là que les problèmes de logement se sont posés et donc on a été placés. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup, de personnes, comme beaucoup de personnes qui viennent des Antilles, de Martinique, en France, très très compliqué. Et donc on a vécu ce placement et donc j'ai vécu la rue aussi, à mes 18 ans, comme beaucoup d'enfants placés aussi. Et une association m'a aidé à continuer mes études en m'hébergeant via un propriétaire solidaire. J'ai trouvé l'initiative hyper intéressante et ça m'a inspirée. J'ai moi-même acheté un logement, bon, j'ai travaillé, j'ai pu investir dans l'immobilier et j'ai loué mon logement à l'association. À une association. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais en fait... mon petit frère est décédé, j'ai ce logement, je le loue à une association et en fait, je vais en faire mon métier. Donc, j'ai construit SEM Habitat Durable, donc l'agence immobilière à impact et nous, on met en lien des propriétaires et investisseurs avec des associations qui recherchent à louer des biens, que ce soit du studio, de la chambre chez l'habitant, du co-living, de l'habitat intergénérationnel jusqu'à l'immeuble. On cherche vraiment tout type d'immobilier pour nos associations et on a des associations qui sont bien installées sur le marché, donc la Fondation Apprentis d'Auteuil, Groupe SOS ou encore la Croix-Rouge par exemple. Donc c'est des associations qui peuvent investir dans l'immobilier, louer des logements, louer des habitats et héberger des personnes vulnérables. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Le plus compliqué, ça a été plutôt de convaincre les propriétaires ou bien de convaincre les associations de passer par tes services pour trouver plus facilement ? Alors, les associations, elles recherchent des partenaires pour loger les personnes qu'elles hébergent, puisqu'il y en a de plus en plus. Plus on évolue, plus il y a des personnes à la rue. C'est de l'argent public, donc du coup, est-ce qu'il y a des critères pour que l'association en fait, valide SEM Habitat ? Alors, il y a des critères, effectivement. Il faut qu'on soit ESUS, c'est notre cas. J'explique, ESUS, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. D'accord. Donc, on a obtenu le label, on est entreprise à mission. Donc, on est dans l'écosystème ESS, économie sociale et solidaire. Déjà, c'est important pour les associations pour pouvoir être partenaires. Et aussi la qualité de ce qu'on propose. On propose des logements de qualité. On propose des logements qui peuvent être à Paris, qui sont aux normes, et on respecte les réglementations. Et ça, c'est important pour les associations, puisqu'elles ont une mission publique et c'est les pouvoirs publics. Et côté justement investisseurs ou propriétaires, est-ce que finalement c'est difficile de les convaincre au quotidien ? Alors, au début, ça a été un défi, parce que je devais moi-même me convaincre que j'étais entrepreneuse et que je pouvais offrir une solution. Maintenant qu'on a plus de 100 propriétaires engagés, on a fait nos preuves, on a notre POC. Proof of concept pour les auditeurs. Voilà, exactement. Maintenant qu'on a bien percé le marché, on va dire, il reste encore à faire, mais on a de quoi prouver que ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile quand on comprend les intérêts qu'un propriétaire a à louer avec SEM Habitat Durable. Déjà, il a son loyer qui est payé par une grande association qui est elle-même financée par les pouvoirs publics. Il y a l'entretien de son bien qui est fait. Et en plus, c'est des locations qui sont de longue durée. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'impact qu'on a sur la vie des gens. Bien sûr, sur la vie des gens. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, tu me dis, vous avez déjà plus d'une centaine de propriétaires. Tu es déjà sur un modèle rentable ? Oui. Totalement. Alors, j'ai travaillé mon modèle pour être autofinancé. Ce qui est une très bonne... Voilà, un très bon objectif. C'est ce que j'ai appris par la suite. Alors, au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous dit qu'on a accès à
tout plein de fonds. Ah bah écoute, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que j'ai jamais gagné une bourse, j'ai jamais eu accès à un seul fonds, j'ai jamais eu accès à un financement avant 13 ans dans ma boîte. Donc voilà. on te dit ça, mais voilà, effectivement, tu peux être accompagné par France, je crois que ça s'appelle France Active, etc. etc. Ouais. Mais c'est vrai que si tu construis ton modèle économique et ton prévisionnel sur ces bases-là, il y a vite des désillusions. Ouais. Exactement, c'est ça. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui attendent encore des levées de fonds au bout de 3 ans. Alors moi, c'était pas possible. Ce qui se passe, en fait, c'est que on peut voir, et les statistiques le démontrent, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit des ultramarins ou tout simplement en métropole. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a le coût des 3 ans de fin d'ACEDIC. C'est là où tu vois qu'il y a une cassure et que les entreprises, dans les 24 à 36 mois, ferment parce que tu te retrouves à devoir payer les ACEDIC. Exactement. Ouais. Donc, c'est le moment où tu dois passer à la caisse. Et si tu n'es pas sur un modèle qui a déjà une rentabilité ou qui est déjà proche de la rentabilité, il y a beaucoup de projets qui se cassent la figure comme ça. Okay. Donc là, tu es déjà rentable. Tu as combien de personnes dans ton équipe ? On est 10. Vous êtes déjà 10. Ouais, et tu es spécialisé plutôt sur la région parisienne ou bien vraiment sur toute la France ? Alors, on a... Quelles sont tes spécificités territoriales, en fait ? On a commencé sur l'Île-de-France, donc on est bien implanté en Île-de-France avec les associations, les collectivités. En décembre, on a ouvert Montpellier, Marseille. On a Bordeaux aussi, on a quelques logements à Bordeaux. Et on ouvre là, alors on a un énorme bâtiment à Lille qui nous a été confié par un propriétaire. Dans le centre de Lille, magnifique, et à Strasbourg aussi. Et combien de personnes as-tu logé actuellement ? Parce que finalement, la finalité, c'est ça. Exactement, c'est là où on voit vraiment le travail l'impact que tu as au quotidien. Combien de personnes de famille à peu près maintenant ? On a logé plus de 500 personnes, tout confondu, famille, personnes isolées, des jeunes, des personnes en situation de handicap, des femmes, plus de 500 personnes. On continue parce qu'il y a 200 000 personnes qui sont logées via ce mécanisme. D'accord. Donc on est vraiment au tout début. Début justement de l'étape de la croissance. Exactement. Et pour parler justement d'étape de croissance, est-ce que tu peux me donner, parce que bon, moi ma spécificité c'est quand même de voir, d'analyser les business en tant que business angel et mentor. Et donc en fait, est-ce que tu pourrais nous donner déjà tout simplement ton chiffre d'affaires ? Oui. Sur l'année par exemple qui vient de s'écouler ? Oui. Alors, sur l'année qui vient de s'écouler, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et on est déjà rentable. Qu'est-ce que tu vises donc pour les 3 prochaines années à peu près ? Alors évidemment, étant originaire de Martinique et voyant tous les logements qui sont vacants en Martinique ou même des personnes qui ont des chambres chez elles, on pourrait nous les louer pour que le propriétaire ait une rentabilité et que l'association puisse loger des personnes. À ton avis, pourquoi y a ce mal logement d'un côté et des logements vacants, surtout sur la Martinique ? Qu'est-ce que... Mon analyse depuis quelques années, ce sont les réglementations qui sont assez lourdes. En fait, les propriétaires, eux... C'est trop compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux et ils ont des craintes de dégradation et de non-paiement de loyer qui ne sont pas aujourd'hui assurées, à part si on met la main à la poche. Et à côté de ça, on a des personnes qui ne sont pas en capacité de mettre la main à la poche pour rassurer le propriétaire. Donc il y a une distorsion entre les deux. Et en fait, l'offre et la demande ne se rejoignent pas. D'accord. Pour moi, c'est ça vraiment Et donc sur ton prévisionnel, ça se projette comment justement ? Alors justement, on a travaillé à mettre des sécurités, même dans les Outre-mer. Donc on aimerait d'ici septembre pouvoir être présent en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Tu as des agents localement ? J'ai des agents localement qui essaient de travailler avec les départements pour voir si le modèle pourrait fonctionner aussi là-bas. D'accord. On a aussi des associations qui sont présentes, Fondation Apprentis d'Auteuil et Groupe SOS, qui sont en train de voir et étudier leurs besoins pour qu'on puisse aller là-bas. Mais effectivement, il faudra recruter une personne sur place. D'accord. Je suis ravie. On va passer une offre d'emploi. Et donc, du coup, en prévisionnel pour 2025-2026, en chiffre d'affaires, tu vois quoi, toi ? Alors, je vois plutôt le nombre de personnes qui sont logées. C'est ça qui me donne mon chiffre d'affaires. D'accord. Alors, j'aimerais bien loger... Alors, c'est pas j'aimerais bien, c'est l'objectif. On va, c'est ça. On va loger plus de 1000 personnes cette année. Donc, ça représente un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Tu comptes tripler ton chiffre d'affaires sur l'année 2025, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et en 2026, je vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Pour plus de 5000 personnes logées.
Partout en France. Il y a une échelle ? Il y a une échelle, ouais. Il y a une échelle. Et donc justement, donc là on va rentrer quand même dans la partie un peu plus business. Pour pouvoir loger 5000 personnes, de quoi as-tu besoin aujourd'hui, tu penses ? Alors, les associations sont convaincues, les propriétaires aussi, de plus en plus, et on a même de grands investisseurs qui nous proposent des immeubles entiers dans Paris ou ailleurs. Il suffit de convaincre les pouvoirs publics de pouvoir s'engager dans la démarche. Et ça, c'est le plus long. Je m'explique. Aujourd'hui, des personnes sont logées à l'hôtel ou en foyer, ou en EHPAD, ce qui coûte très, 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 très cher. On pourrait faire de l'intergénérationnel, des chambres chez l'habitant, ou alors du logement individuel. Mais pour ça, il faut que les pouvoirs publics puissent réorienter les financements qu'elles mettent dans des hôtels et dans les foyers vers de l'hébergement chez l'habitant. Et je trouve que ça associerait bien le propriétaire qui le responsabiliser sur la société. Parce que ce qu'on dit pas souvent aux gens, c'est que lorsque tu loues une partie de ton bien immobilier dans lequel tu vis, normalement, c'est net d'impôts. Exactement. Donc ça, c'est un avantage fiscal, c'est-à-dire que par exemple, Marie-Michel qui a une maison et ses enfants sont partis, il y a 4 chambres, et elle décide d'en louer par exemple 2 ou 1, et ben en fait le loyer qu'elle va percevoir est non imposable. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que tu mets en avant dans ton offre ? Oui, exactement. C'est comme ça que tu arrives à convertir un peu plus, non ? Oui, tout à fait. Oui. C'est un argument, parce qu'on accompagne les propriétaires aussi dans la déclaration fiscale. On leur explique ce qui est C'est une formule de A à Z. C'est une formule de A à Z. Vraiment, le propriétaire, quand il rentre chez nous, il nous confie son bien. Et chaque année, on a des rendez-vous pour la déclaration fiscale, pour lui expliquer à quoi a servi son logement. Et on l'accompagne sur tous les sujets qui sont liés au logement et à l'habitat. Et donc, du coup, pour pouvoir avancer et faire ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire passer à l'échelle, aujourd'hui, donc, tu veux, à terme, donc d'ici 2026, louer à 5000 personnes, héberger 5000 personnes. Donc, tu as besoin de staff. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes 10. Donc, oui. comment tu vois la construction de ton équipe ? Ici, on va dire en Ile-de-France, sur les fonctions principales, c'est-à-dire la gestion, le commercial et la communication, on est bien staffé et les équipes sont hyper engagées. Et nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment des représentants sur le territoire. C'est hyper important que les personnes connaissent leur territoire. On a besoin de représentants. Salariés et de personnes qui vont être directeurs ou directrices de territoire et s'aimer partout, faire des zones, la zone Martinique, la zone Guadeloupe, Réunion, Océan Indien, le sud de la France, le nord de la France. Oui, bien sûr. Et donc voilà, on a besoin de représentants sur ces territoires. Plus tu vas rentrer et devoir staffer, plus tu vas baisser ta rentabilité, plus tu vas avoir des coûts fixes. C'est quoi ta vision de ça ? Est-ce que tu as des clés par rapport à ça ou est-ce que justement c'est des questions que tu te poses pour pouvoir passer à l'échelle ? Les clés que j'ai pour pouvoir scaler, ça va être l'automatisation et le processing, l'industrialisation et d'ailleurs c'était la question que je voulais te poser, mais vraiment industrialiser le process, c'est-à-dire à partir du moment où on a un besoin d'une association, c'est-à-dire qu'elle a besoin, on va dire, de 50 chambres, je sais pas, à Fort-de-France par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on passe à ça. Le commercial doit chercher le logement, comment il s'en occupe, comment ça rentre dans notre base, que ce soit vraiment industrialisé et processé pour pas perdre en temps et en chiffre d'affaires, évidemment. Dans les différentes possibilités pour pouvoir faire grandir, parce que tu es sur un modèle, effectivement, qui est solidaire, d'accord, mais solidaire ne veut pas forcément dire ne pas faire du bénéfice. Au contraire. Au contraire. Aujourd'hui, si on regarde le marché, il y a de plus en plus d'agences qui ferment la porte. Comment ça se fait ? C'est quoi ton analyse de ça ? Oui, il y a plus de 1000 agences qui ont fermé ses portes en 2024. L'immobilier a eu très peu d'innovation ces dernières années. On reste dans un modèle classique, de location. Il faut avoir 3 fois le montant du loyer. Mais Je te confirme. Je suis en pleine visite en ce moment et c'est un petit peu compliqué. Et je me dis que si moi, j'ai des problèmes à louer, j'imagine que ça peut être compliqué pour des gens qui sont effectivement dans un passage de précarité. Ouais, exactement. Donc on demande toujours plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure, mais il n'y a pas une innovation en se disant, OK, y a de l'argent d'un côté, il y a des personnes qui ont du mal à se loger, comment on les aide ? Il y a eu des initiatives qui se sont créées ces dernières années
Et donc, pour moi, c'est là où... Sam Habitat fait la différence. Où on fait la différence, exactement. Où Sam Habitat durable fait la différence. Parce qu'on est vraiment en écosystème. On n'a pas... L'immobilier, c'est vraiment vu de manière en silo. C'est on investit, c'est de l'immobilier. Mais en fait, non. Tout est immobilier. Quand on achète un local pour une boutique, quand on a un magasin, une école, une crèche. Et justement, pour l'instant, tu fais... Alors, c'est juste une idée comme ça, mais pour l'instant, tu te concentres sur l'habitation, mais tu as raison, finalement. Les gens qui veulent se lancer, c'est très difficile de trouver une boutique, etc. etc. Ça fait partie des options de diversification de ta boîte que tu penses ou pas ? Exactement, oui, tout à fait. J'espère à terme pouvoir proposer à des entrepreneurs ou des commerçants de pouvoir louer une boutique de manière solidaire. On est en train de voir avec des crèches pour essayer de louer solidaire et toujours en s'accompagnant d'un propriétaire privé ou un investisseur qui a quelque chose de dispo et qui peut nous le louer en toute sécurité. C'est très difficile de passer à l'échelle. Et moi, ce que je vois en fait dans ton business, la plus grande complication, ça va être recruter une équipe. Parce que quand la tête est à Paris et que les gens sont à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille ou en Martinique, t'as pas la vision en fait de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que tu vois des axes d'amélioration ou tu vois quelque chose de spécifique justement pour éviter d'avoir Tu veux rester uniquement à la tête du réseau ou bien tu te dis que c'est un système qui est possiblement franchisable ? C'est un système qui est franchisable, dur à dire ce mot, qui est franchisable, effectivement. C'est pas quelque chose que je connais, donc je suis en train justement de regarder les avantages et les inconvénients de la franchise vs le salariat. J'ai pas envie de perdre cet impact. Vraiment, c'est important. Et le fait de travailler en écosystème, le fait de travailler avec et les pouvoirs publics et des personnes qui sont riches et des personnes qui sont pauvres, tout ça, pour moi, c'est on travaille tous ensemble. Donc, j'ai pas envie de perdre cette essence-là. Et quel est le meilleur modèle pour ne pas perdre cette essence ? Et justement, j'ai une autre question. Le fait que d'un côté, tu es des propriétaires et de l'autre côté, que tu doives recruter plus... ma question est justement, par rapport à ces propriétaires, est-ce que tu crois que tu vas arriver à convertir autant et continuer en fait à convertir les propriétaires, ou est-ce qu'à un moment tu risques de plafonner ? Pour moi, il n'y a pas de doute que je vais continuer à convertir des propriétaires. Mais si tu as la bonne équipe en face. Si j'ai la bonne équipe en face. Et ça, c'est la clé. Et effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est la clé. Alors, aujourd'hui, on dit que faire de l'impact ou faire de l'associatif, c'est ne pas faire d'argent. Et moi, je dis qu'on peut associer rentabilité et impact. Et donc, j'ai besoin d'une équipe qui comprenne que parler à quelqu'un qui a des multipropriétés, qui peut nous louer des biens, c'est tout comme parler à une association. Parce qu'en fait, ou tout comme parler à un habitant. Et c'est deux discours différents. Et c'est deux discours différents, mais tout en ayant cette posture de se dire, OK, on n'a pas honte de parler d'argent, on n'a pas honte de parler de précarité, et on associe les deux. Donc c'est la clé, ça va être le recrutement, la formation. À partir du moment où tu t'es lancé, quelles ont été tes plus grandes difficultés finalement pour développer l'agence ? Oui, alors ma plus grande difficulté, qu'aujourd'hui je vois même pas ça comme une difficulté, mais quand je me suis lancée, ça a été de convaincre mon premier propriétaire. Et voilà, parce que je devais me convaincre moi-même. D'accord, donc là tu lui as dit quoi concrètement ? Qu'est-ce qui tu penses a changé la donne et a fait qu'il a dit OK, on y va ? Alors, c'est une propriétaire en plus, donc je suis super fière. Je lui ai expliqué le modèle. Même moi, je me disais, mais c'est trop beau pour être vrai. Une association qui paye le loyer au prix du marché. Je me dis, waouh. Et finalement, donc, je lui ai expliqué le modèle, je lui ai montré les garanties qu'il fallait. Et elle m'a dit, OK, mais Stéphanie, j'ai peur. Tu m'étonnes. Je lui ai dit, non, mais je t'assure, suis-moi, fais-moi confiance et on y va. Et donc, du coup, là, tu as logé une famille, tu as logé quelqu'un ? J'ai logé 2 jeunes qui étaient étudiants, ce qu'on appelle en fait des mineurs non accompagnés. C'est des mineurs qui viennent de l'étranger sans leur famille. D'accord. Et donc, ils sont arrivés à leur majorité. Et l'association Aurore les a pris les a hébergés. En fait, ils dormaient dehors. Et donc, il y a Médecins sans frontières qui est passé. Ensuite, cette association qui les a hébergés.
Et c'était 2 étudiants brillants. Enfin, il y en a un qui est chef cuisinier aujourd'hui, l'autre qui est électricien, qui a monté sa boîte. Et voilà, enfin, c'est... Ouais, donc là, c'est là où tu vois que tu as un réel impact et que tu peux changer la vie des gens juste en leur trouvant un logement. C'est beau, Exactement. C'est fort d'ailleurs. C'est ce qui prouve que finalement, on peut avoir un impact positif sur le quotidien des gens et améliorer les choses, surtout dans ce moment qui paraît extrêmement difficile. L'un des principaux freins que rencontrent les jeunes et les mères célibataires, c'est le logement. Donc ça, tu apportes une vraie réponse en fait à ça. Comment je peux faire aujourd'hui pour t'aider à y voir plus clair pour pouvoir passer à l'étape supérieure ? Oui, alors moi, sur plein de choses, mais une chose, et on en a parlé précédemment, c'est vraiment processer le modèle et faire en sorte qu'en fait, une personne justement qui travaille avec nous ou un client connaisse de A à Z d'où il arrive et où il va à la fin. Et en fait, je travaille justement sur l'industrialisation. C'est du service, donc c'est moins facile qu'un produit dont on peut industrialiser la fabrication. Mais moi, je vois ça de la même manière. Pour moi, c'est Habitat durable et la location solidaire, c'est un produit. Et j'aimerais le processer, l'industrialiser, de sorte à ne pas perdre de temps dans le process, dans le mécanisme. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes en fait dans ton business. C'est-à-dire que d'un côté, tu pourrais très bien dire, il y a une méthode, et cette méthode, on la labellise. On la labellise et on la revend à d'autres agences. D'accord ? On leur fournit les outils, on leur fournit la méthode et éventuellement on leur fournit tout le vivier et tout le process qui va avec. C'est-à-dire que demain, tu décides par exemple de signer avec un réseau d'agences et dans leur catégorie, ils ont de l'habitat sociable et solidaire. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a une méthode et tu les as mis en relation et éventuellement, tu peux leur fournir un service supplémentaire du type jouer la liaison entre les propriétaires donc, de la zone de l'agence, etc., etc. Tu peux soit fournir un service additionnel à des agences déjà standards, ce qui te permet en fait d'ouvrir différentes portes, tu vois, et de profiter non pas toi de faire le recrutement, mais de profiter en fait de leur système mis en place et de leur main d'œuvre directement. Donc ça c'est une des perspectives que moi j'imagine et qui te permettrait en fait de dérouler beaucoup plus vite. Les agences elles sont locales, les agences souvent les propriétaires quand ils ont un bien ou que les gens vivent dans une ville, ils connaissent les agences de leur quartier. D'accord ? Parce qu'ils ont eu besoin de louer quelque chose ou autre. Et parce qu'ils ont confiance. Donc, il y a déjà un premier lien de confiance, tu vois. Donc, tu pourrais éventuellement en faire un standard et un label bien ficelé grâce à l'État d'un côté, entre guillemets, les fondations de l'autre, et leur apporter ton savoir-faire et ton expertise via un label qui leur permettrait de fait de drainer des flux clients. Ça, c'est ce que je vois. La deuxième chose, c'est soit tu te dis non, moi, je veux pas utiliser les réseaux des gens parce que j'ai pas forcément la vision, même si tu les auras accompagnés, tu les auras formés, mais tu veux quand même continuer à être maître de A à Z, entre guillemets, de la solution que tu proposes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux te dire, et c'est comme ça qu'on a vu certaines agences se développer à la vitesse de la lumière, et tu pourrais toujours avoir aussi de l'impact en disant, OK, je vais créer une formation, d'accord, pour être agent immobilier durable. Okay. D'accord. Et à partir de ce moment-là, tu mets en place une formation, ce qui te permet de générer en fait du cash en plus. D'accord ? Une nouvelle rentrée d'argent supplémentaire. La formation avec le CPF, c'est une manne ouverte aujourd'hui, même si la nouvelle loi de financement a considérablement réduit les budgets sur la formation et notamment sur le CPF, mais il y a quelque chose quand même à faire. Donc tu pourrais très bien avoir une formation. D'accord. Cette formation-là, tu la déclines pour pouvoir aller prospecter, pour pouvoir avoir des nouveaux agents. Des nouveaux agents justement sur les territoires que tu veux ouvrir. Et ces personnes-là, après une formation par exemple de X jours et d'avoir suivi ton cursus, ils sont aptes à être agents durables et commercial en fait pour toi. D'accord ? Donc soit ils sont commerciaux indépendants, c'est-à-dire que sur place, je pense notamment au modèle des agences IAD. Oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde peut être agent IAD, tout le monde peut avoir une carte d'agence. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans notre échange, c'est que pour ouvrir une agence immobilière, tu as dû
passer effectivement des certifications. Ah oui. Tout le monde ne peut pas se réveiller pour être agent immobilier. Normalement, il faut avoir une formation pour avoir une carte d'agent immobilier. Exact. Et donc moi, ce que je vois, ce qui est encore possible pour étendre ton réseau beaucoup plus vite, c'est de faire une formation pour faire devenir des gens agents immobiliers, mais ils auraient le label agent immobilier durable. Ce qui te permet de te dire, ok, moi demain je veux ouvrir une ville, et je veux ouvrir Marseille. Tu passes une annonce, d'accord, vous voulez devenir agent immobilier ou vous êtes déjà agent immobilier, d'accord. Il y a une nouvelle spécificité qui s'ouvre, un nouveau potentiel, et dans ces cas-là, tu ouvres ta ville, tu dis j'ai besoin de 10, 15 ou 20 agents. Et tu vas donner l'agrément agent SEM Habitat Durable à par exemple 10 ou 15 agents sur Marseille, qui eux iront prospecter des propriétaires, d'accord. Et toi ensuite tu peux faire la gestion et directement avec les dossiers. Génial. Donc, c'est la deuxième chose que je vois à peu près. C'est vraiment smart. Après, tu sais, c'est pas juste être smart. En fait, ça dépend de quelle voie tu veux, où tu veux aller. La première, le label, c'est bien, d'accord, mais c'est convaincre, en fait, des gens qui sont déjà en place. Et tu es bien placé pour le savoir que le modèle des agences immobilières, souvent, c'est on en a 10. Même s'ils sont franchisés, ils appartiennent, par exemple... tous. Et donc ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais toi, le fait de labelliser, ça permettrait de standardiser en fait cette offre-là. La deuxième, comme le plus compliqué en fait, c'est de trouver des gens quantifiés, toi, ça te permettrait de filtrer et d'avoir les meilleurs agents en ouvrant chaque ville. Et d'ouvrir les villes une après l'autre. Ce qui te permettrait... au début de recruter les agents, ensuite de repérer l'un des meilleurs agents et lui donner la tête du réseau de chaque ville. Ce qui te permettrait, toi, en fait, d'ouvrir beaucoup plus vite. Il y a des choses à faire. Je pense que le plus compliqué, ça va être de travailler vraiment avec les Outre-mer. Parce que sur le territoire ici, on ne vit pas comme sur le territoire aux Outre-mer. Exact. D'accord. Oui. Donc là, je pense que c'est ce moment-là où tu vas non seulement devoir te déplacer, non seulement devoir convertir et expliquer, mais aussi refaire une sorte de preuve du concept localement. Exact, oui. Oui. C'est ce que je vois aujourd'hui. C'est prévu que je me déplace et que je reste un certain temps en Martinique pour justement rencontrer les associations sur place, questionner aussi pourquoi ces logements sont vacants. Il y a 1 logement sur 6 qui est vacant en Martinique. 1 logement sur 6 ? Alors, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont 1, 2, 3 chambres. J'aimerais bien faire de l'habitat intergénérationnel parce que je trouve que ça marche vraiment. À la personne qui habite chez elle et qui est assez âgée, ça lui permet d'avoir un soutien et de ne pas être seule. Et aux jeunes aussi, ça leur permet aussi d'avoir une figure à la maison, quelque chose à laquelle se raccrocher. Exactement. Donc, je vois beaucoup de choses pour la Martinique et pour ces logements vacants. Et donc voilà, j'ai prévu d'y aller pour un certain temps. J'ai encore ma famille qui est là-bas, partie de ma famille qui est là-bas. Donc, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu vas retourner, entre guillemets, au pays pour pouvoir développer quelque chose ? Je pense à ma mère et à l'hommage que je peux lui rendre. Elle a fait le sens inverse. Elle est partie de Martinique pour s'installer ici. Elle a eu des difficultés de logement. Moi, je vais partir en Martinique. Alors, je suis hyper attachée à la Martinique, donc c'est avec grand plaisir. Et lui rendre hommage, je vais partir là-bas pour aider des gens à habiter. Et pour moi, c'est vraiment lui rendre hommage à toute ma famille qui c'est vraiment donné pour la Martinique, donc pour moi c'est vraiment un hommage et j'en suis super fière. Je pense que c'est l'aboutissement. En fait, on m'avait proposé de faire la promotion en fait du retour au pays. Et dans cet accompagnement-là, justement, il y a déjà en fait en place localement, pendant que la possibilité en fait qui te trouve directement déjà un appartement et une maison en fait. Génial. Parce que comme c'est ce que je disais tout à l'heure, le principal frein en fait de retour en fait sur les territoires, c'est le logement. Parce que à distance, c'est très difficile de trouver un logement, donc ça veut dire que tu dois déjà arriver sur place. Et donc dans cette offre-là, ils proposent donc des habitats plus ou moins longue durée, le temps que les personnes en fait se rapatrient eux et leur famille localement. Je pense qu'il y a des connexions possibles.
Alors, tu fais dans le solidaire, oui, mais je pense que ça permettrait... Je pense qu'ils ont surtout un réseau de bailleurs et de propriétaires qui pourraient éventuellement, s'il n'y a pas forcément de candidats pour revenir, en tout cas, qui pourraient peut-être ouvrir leur logement à des personnes en situation donc, de précarité à partir du moment où c'est financé par l'État. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre où je peux t'éclairer ? Oui, alors... On a des similitudes entre les secrets de Loli et SEM Habitat Durable, c'est-à-dire que toi, tu as décomplexé en fait le soin aux cheveux texturés. C'est une réalité. Avant, on n'en parlait pas. Il y avait très peu de marques qui faisaient ça. Et nous, on essaie de démocratiser le fait que on peut loger une personne vulnérable tout en étant sécurisé. En termes de communication, comment tu as percé ce marché? Maintenant, ça explose les secrets de Loli. Donc, j'aimerais m'en inspirer en termes de communication. En termes de communication, bon, c'est vrai que l'immobilier et la cosmétique, il y a un truc un peu plus sexy que l'autre. Mais tout le monde a besoin d'un logement. Donc, en fait, ce qui compte énormément, c'est l'ADN de marque. D'accord. Et en fait, l'ADN de marque, elle doit se retrouver dans chaque pan en fait, de communication de ton entreprise. À la fois en interne, c'est-à-dire que toutes les personnes qui te représentent, tu vois, elles doivent avoir le même discours et un discours aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est hyper important de transmettre le bon message dès le début. Tu vois. Donc, bien entendu, tes agents, ils doivent être présentés parfaitement, mais ils doivent être aussi accessibles pour les candidats et pour les propriétaires. Tu vois. Ils ne doivent pas se dire « Ok, c'est une agence classique. Oui. » Tu vois. Donc, tu dois te démarquer différemment. D'accord ? Que ce soit dans le discours, que ce soit dans la présentation de ton site internet, dans la présentation en fait, de tes commerciaux. Il faut que les gens, par exemple, tu peux avoir un thème de couleur. Okay. Moi, chez nous, c'est le rose. C'est pas ma couleur préférée, mais j'avais estimé que pour me démarquer en fait des marques naturelles qui étaient surtout sur le vert, le marron, etc., le beige, moi j'ai décidé en fait d'avoir une couleur qui est complètement et de l'assumer. Je te donne un exemple. Moi, mes commerciaux en pharmacie, en fait, ils viennent avec un costume, une mallette rose, un ordinateur rose, un téléphone rose. Génial. D'accord. Ils ont toute la panoplie. Quand tu vois, la personne, en fait, elle ouvre la porte de la pharmacie, elle est identifiée. Ok, oui, tu sais que c'est les secrets de Loli. Voilà. Toi, ça peut être le vert, ça peut être le bleu roi, ça peut être, tu vois ce que je veux dire. Notre logo est rougeâtre qui tend vers le rose. Donc, tu vois, en fait, ça dépend, mais ça dépend de ta charte graphique. Ensuite, autre chose qui est super importante, ça va être ton site internet. Ton site internet doit être très clair et précis. En fait, il y a des zones chaudes et des zones froides. Tu ne vends rien en ligne, d'accord ? Donc, tu dois pouvoir à la fois recruter des agents, tu dois à la fois pouvoir convertir des propriétaires. Et de l'autre côté, tu dois aussi t'adresser effectivement à un public en leur disant « vous êtes au bon endroit ». Oui. Okay. D'accord ? Parce que tu peux faire la relation avec éventuellement une association qui les aidera à se relocaliser, tu vois. Donc ça va être hyper important. Après, pour pouvoir gagner en popularité, il faut que tu communiques plus. Donc ça veut dire faire des podcasts, ça veut dire aller à la rencontre des gens directement sur le terrain, dans des salons professionnels dédiés à l'immobilier, pour pouvoir vendre ta solution, pour pouvoir vendre soit ton label, soit ta nouvelle formation parce que tu vas dire que tu crées et tu génères aussi de l'emploi. Tu vois, il y a deux sens. Tu héberges des gens, d'accord ? Tu leur trouves une solution, mais la marque employeur est quelque chose d'hyper important. Et les agents immobiliers dans le luxe, en ce moment, ils s'en mettent plein les fouilles, désolé de l'expression, mais les agents classiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a déjà 1000 portes qui sont fermées, et c'est une des premières fois dans l'histoire de l'immobilier en France qu'il y a un déclin. Exact. Il y a un recul sur les achats, et il y a beaucoup de lois qui ont changé, notamment les lois sur le Airbnb. Oui. Et là, il y a une manne de développement. Il y a une manne de développement, mais tu dois rassurer les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va expliquer quand même aux auditeurs, c'est-à-dire qu'avant, les seuils, en fait, donc pour faire du Airbnb, ils étaient beaucoup plus hauts. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont investi en se disant, j'investis dans une ville étudiante, j'investis dans une ville où il y a du monde, où il y a de l'attraction, et je vais mettre mon logement en location courte durée. Donc, je vais faire non pas de la location longue, mais je vais faire du Airbnb.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Toutes les villes en ont marre, parce qu'en fait, on se retrouve avec des villes fantômes, et notamment des logements vacants à l'année, qui font plus de chiffre d'affaires, et pas forcément la première destination, c'est-à-dire louer à des gens pour qu'ils puissent aller travailler à côté de chez eux. Tout à fait. Et donc, notamment sur Paris, d'accord, on a non seulement abaissé le nombre de jours donc pour les particuliers pour louer. Donc là, il y a une manne de logements et je le vois parce qu'en fait, moi-même, je recherche un appartement en ce moment. Et quand tu regardes, il y a un an, il y avait dans des locations, d'accord, quand tu appuyais sur le bouton, tu avais 50 annonces qui ressortaient. Aujourd'hui, tu regardes, il y a le quadruple. Parce que sur le marché, se retrouvent. Et je pense que toi, avec les bons commerciaux, tu pourrais aller convertir des gens qui faisaient du Airbnb à du logement durable puisque tu payes au prix du marché. Tout à fait. Et en plus, on a fait une étude pour voir pour un même logement si c'était plus rentable aujourd'hui avec les taxations de louer en Airbnb ou de louer avec Sem Habitat Durable. On est au-dessus en plus. Donc c'est le moment de mettre ça en avant dans ta communication. Et donc le dernier pan de communication, donc, c'est de bien informer en fait du changement des lois. C'est d'aller chercher effectivement des nouveaux appartements, d'accord, des nouveaux propriétaires. Et donc du coup, le tout, c'est de le centraliser sur tes réseaux sociaux. Oui, okay. Et donc, c'est là où Secret de Loli, en fait, est excellent. C'est-à-dire qu'on a une des communautés les plus engagées. On est numéro 3 ou numéro 5 dans le monde, tu vois, en termes de taux d'engagement. On a créé une communauté. Donc là, on a 350 000 followers. Et ces 350 000 followers sont super engagés. Toi, ça va être beaucoup plus difficile, forcément, parce que c'est quand même une niche. Mais c'est pas tant qu'une niche de ça. Le mal logement, tu disais que c'est combien de personnes par an ? Alors, il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. On a 330 000 personnes qui sont sans abri aujourd'hui et on a 200 000 personnes qui sont accompagnées dans le logement. A contrario, on a plus de 7 millions de propriétaires en France. Donc, et de logements vacants, on en a combien ? Et de logements vacants, 3 millions. Tu te rends compte ? Donc en vrai de vrai, oui, ton entreprise a de l'impact. Oui, vous pouvez faire changer les choses, mais c'est surtout que ton potentiel de croissance, s'il est bien amorcé, enfin, en fait, tu es sur un marché qu'on pense être une niche, mais en fait, c'est un marché qui est ultra profond. Donc à partir de ce moment-là, il faut que toi, sur tes réseaux sociaux, ta communication, elle à la fois, en fait, la personne à convertir, c'est pas aller chercher des gens. Tu sais très bien qu'il y a des gens mal logés, il y a des gens qui ont besoin de logement, d'accord ? Ce qu'il faut populariser, c'est les propriétaires. Ok, oui. En fait, ta page, elle doit pas parler en fait à ceux qui sont logés, elle doit parler à ceux qui ont le logement. Oui. Elle doit parler à ses propriétaires. Tu dois targeter sur les réseaux, d'accord, ces personnes-là, en les rassurant, en leur disant qu'ils vont faire de l'oseille, excuse-moi de l'expression, mais voilà. C'est une réalité. En leur disant et en leur fournissant des services supplémentaires. C'est-à-dire que tu pourrais aussi pour faire gagner en croissance et avoir une nouvelle rentrée d'argent, tu pourrais très bien non seulement leur proposer de louer au prix du marché, mais tout comme dans ce qui leur était proposé à l'époque par les agences de Airbnb, leur dire, moi je vous propose des services additionnels. C'est quoi ? C'est finalement dans le prix du loyer, on va faire payer à l'association le ménage. Par exemple, il y a une femme de ménage qui va venir 2 heures par semaine. Ces 2 heures par semaine permettent de voir que votre bien, non seulement il est bien entretenu, mais en plus il est dans des bonnes dispositions, d'accord ? Puisque la femme de ménage nous fera remontrer tout dysfonctionnement. D'accord ? Donc ça les rassure. Et c'est le cas. Il y a une maîtresse ou un maître de maison qui passe de manière hebdomadaire dans chaque logement. Et nous, on y tient, on signe des conventions de partenariat. Et ça, c'est quelque chose à mettre en avant sur tes réseaux sociaux pour rassurer. C'est un gage de réassurance. Tu pourrais aussi, par exemple, le dire et signer des contrats, d'ailleurs, avec des assurances. Parce que normalement, quand tu loues en fait un logement, tu dois fournir une assurance habitation. Eh bien, tu pourrais éventuellement, dans le pack, dire que non seulement le logement est assuré, d'accord, de base, mais en plus, il est assuré sur des conditions minimales de temps et temps. Ce qui va rassurer aussi le propriétaire. Et tout ça, c'est de la communication que tu peux utiliser sur les réseaux sociaux. Vous êtes au top de l'assurance, d'accord, sur votre bien. Vous avez donc un bien entretenu. Vous avez un bien qui est surveillé, d'accord. Pourquoi et vous convertissez plus. Vous avez un allègement fiscal. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et mais par contre, quand tu vas t'adresser sur les réseaux sociaux, tu as 2 types de communication. Les propriétaires sur ton feed, et ensuite tes prises de parole
pour pouvoir gagner en croissance sur tes réseaux sociaux doivent être sur l'impact, effectivement, de ce que tu proposes comme solution. Super, ok, on va mettre ça en application tout de suite. Tout de suite. Et super, c'est vraiment des super bonnes idées. Je vois déjà comment on va retravailler l'évolution. Et nous, ouais, on a beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup d'ambition. Je veux faire de l'impact, mais je veux être rentable. Et effectivement, on a besoin d'argent pour faire de l'impact. Hein, donc, on n'a pas le choix de faire beaucoup d'argent. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère avoir pu t'éclairer, en tout cas, aujourd'hui, Stéphanie. Oui. Merci de vraiment nous avoir fait partager, en tout cas, ce magnifique projet. Merci aussi de montrer que l'entrepreneuriat des ultramarins est présent et en tout cas, aide à faire avancer les choses. Et puis, merci pour ton courage. Hein. Merci à toi pour tes conseils, pour ton invitation ici et cette discussion super agréable. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Pour retrouver d'autres histoires passionnantes et inspirantes, retrouvez-les sur le portail Outremer La Première, ainsi que nos réseaux sociaux. Je vais juste commencer par bonjour Stéphanie. Mon envoi en fait deux. Ok. Et action.